Bonjour à tous, c'est Tazon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'endurance. Cette vidéo sera une vidéo analyse des balances de performance qui seront en vigueur pour la quatrième manche du championnat du monde d'endurance, les 6 heures de Monza. Cette vidéo analysera la balance de performance qui s'appliquera en hypercar, mais également celle qui s'appliquera en GTE, que ce soit dans la catégorie GTE Pro ou GTE AM. On va donc tout de suite commencer par la BOP de la catégorie N, la catégorie hypercar. Alors cette BOP est assez intéressante à analyser puisqu'il s'agit de la première avec l'introduction de la Peugeot 9X8 qui est une nouvelle arrivante dans le championnat puisque elle n'était pas prête à temps pour débuter le championnat, elle n'a même pas pu participer aux 24 heures du Mans faute de timing et donc on la retrouve pour cette quatrième manche et donc c'est assez intéressant de voir comment est-ce que le législateur, le WEC, a tenté justement d'équilibrer cette nouvelle arrivante avec les 3 voitures qui ont déjà couru dans le championnat. On peut donc constater que pour cela, toutes les voitures ont reçu une augmentation de puissance, tout comme également une augmentation de l'énergie allouée par relais, parce que forcément, vu qu'on a plus de puissance, on va donc également plus consommer d'énergie. L'un ne va pas sans l'autre. Après, par contre, ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que certaines voitures ont gagné plus de puissance que d'autres. Dans l'ordre, la Glickenhaus a gagné le plus de puissance, ensuite on a l'Alpine, et enfin la Toyota. Ce qui porte donc, pour vous donner à titre indicatif la puissance des différentes voitures, vu que c'est en kilowatts, c'est pas forcément évident. Je vais vous faire le listing. Donc la Toyota est la voiture la moins puissante avec 688 chevaux. La Peugeot 9X8 développera, elle, 691 chevaux. La Glickenhaus, elle, aura 697 chevaux. Et enfin, l'Alpine, donc l'Oreca Rebellion R13, qui elle n'est pas réellement une hypercar puisque c'est une ancienne LMP1 que l'on a grandement alourdi et dont on a aussi pas mal enlevé de puissance pour pouvoir l'équilibrer avec ces voitures vraiment qui sont des hypercars. Elle, forcément, a beaucoup moins de puissance, mais vu qu'elle pèse beaucoup moins lourd, voilà, le rapport poids-puissance s'équilibre par rapport à ses différentes compétitrices, et donc l'Alpine a, elle, de son côté, 574 chevaux. Alors, ce qui est intéressant aussi pour l'Alpine, c'est que, en gros, cette puissance que l'Alpine développe à cette course en fait est quasiment en fait celle qu'elle avait à Sebring, la course qu'elle a remportée. Donc voilà, c'est quand même une augmentation assez nette comparée à ce qu'on a eu au Mans ou encore à Spa. Donc voilà, l'Alpine devrait quand même normalement être plus dans le coup, mais ça on y reviendra plus tard lorsque l'on parlera de la vitesse de pointe justement, ce qui est un facteur quand même assez intéressant pour voir justement vraiment si ces changements liés à la puissance ont porté leurs fruits. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est tout simplement le poids minimum des différentes voitures. Alors comme je viens de vous l'expliquer précédemment, l'Alpine a un poids minimum bien plus faible que les autres hypercars, ce qui fait que du coup, à cause de cela, elle doit avoir moins de puissance pour avoir un rapport poids-puissance similaire. Donc l'Alpine 952 kg, la Glickenhaus qui roule au poids minimum, ça depuis ses débuts au championnat, au point minimum de base d'homologation de toutes les voitures qui concourent en LMH ou d'ailleurs en LMDH, c'est-à-dire 1030 kg. La Toyota, elle, a gagné 1 kg comparé à la précédente balance de performance, puisque jusqu'à l'arrivée de la Peugeot, la Toyota avait un poids de 1069 kg. Donc là, voilà, elle a gagné un petit kilo à ce niveau-là. L'autre chose qui est assez intéressante de comparer entre la Toyota et la Peugeot, c'est tout simplement la vitesse à laquelle va se déclencher le système hybride sur l'essieu avant, ce qui peut être un grand avantage, comme on l'a vu tout simplement lorsque Toyota était face au privé. En fait, Toyota retirait la majeure partie de son avantage justement, puisqu'elle pouvait mettre son hybride dès la sortie de virage et donc ça lui faisait prendre la vitesse très rapidement et c'est encore plus un avantage sur le mouillé. Et donc justement pour éviter que les hypercars, les LMH qui ont justement ce système hybride à l'avant, écrasent la concurrence que sont la Glickenhaus et la Rebellion qui elles n'ont juste qu'un moteur thermique et n'ont pas de système hybride, on a mis en place un système où on ne peut pas déployer l'hybride avant une certaine vitesse. Et donc, la différence entre la Peugeot et Toyota est de 40 km/h. Et en fait, cette différence s'explique d'une manière assez simple. En fait, c'est tout simplement puisque la Toyota a des pneus qui sont plus larges à l'avant, qui vont donc lui permettre de passer la puissance plus facilement au sol. Et donc, pour gommer cet avantage-là, justement avec le système hybride, on l'a fait déployer plus tard que la Peugeot, qui elle a des pneus qui sont de taille similaire à l'avant et à l'arrière. C'est donc pourquoi, en fait, est-ce que la Peugeot peut donc déployer son hybride plus tôt, parce qu'en fait, elle ne va pas être avantagée. C'est simplement que si la Toyota avait la même vitesse de déploiement que la Peugeot, elle, par contre, pour le coup, sera avantagée à cause de ses pneus plus larges
à l'avant. Donc ça c'était pour on va dire l'aspect général de la BOP en hypercar. On va maintenant passer sur les détails en fait et ce que ça a changé en piste avec notamment les résultats de la qualification de cette année et de l'an dernier pour que vous voyez quel changement cela a donné. En regardant les vitesses de pointe qui ont été atteintes l'an dernier aux 6 heures de Monza et celles qui ont été atteintes cette année jusqu'à maintenant au cours du week-end, eh bien on peut constater que la puissance supplémentaire qui a été donnée à la Glickenhaus a eu on va dire un effet quand même majeur puisque grâce à cela elle a réussi à gagner eh bien 7 km/h de vitesse de pointe. La Toyota elle par contre ne gagne pas au final tout simplement puisqu'en fait elle peut déclencher son système hybride plus tard que l'an dernier. L'an dernier en fait il n'y avait pas de réglementation à ce niveau-là. En fait c'était on va dire fixé à 120 km/h et donc la Toyota avait un avantage à l'accélération ce qu'elle n'a plus maintenant et donc en fait ce qu'elle gagne avec la puissance supplémentaire eh bien tout simplement la Toyota le perd avec le système hybride qui se déclenche et bien plus tard, mais également avec le poids un peu plus élevé que pour le coup que ce qu'elle avait l'an dernier, puisqu'elle est 5 kg plus lourde qu'aux 6 heures de Monza de l'an dernier. Pour le cas Alpine, là aussi c'est assez intéressant, puisque comme vous pouvez le constater, eh bien l'Alpine perd pour le coup à peu près 5 km/h de vitesse de pointe et donc sur un circuit comme Monza c'est quelque chose qui n'est pas négligeable mais en fait cette différence s'explique malgré que l'Alpine ait retrouvé quasiment la puissance qu'elle avait au début de saison que entre eux, eh bien, la saison dernière et cette saison, eh bien, l'Alpine a perdu 27 chevaux. En fait, elle était à, pour le coup, 450 kW toute la saison dernière. Et à partir eh bien, des 1000 miles de Sebring cette année, elle était à 430 kW. Là, elle est à 428 kW, donc elle a 2 kW de moins qu'à Sebring. Mais enfin bref, vous avez compris, en gros, les 27 chevaux qui lui manquent, eh bien, lui font perdre, alors là forcément, toutes les vitesses de pointe sont à l'aspiration, donc à l'aspiration, voilà, ça lui fait perdre 5 km/h, donc c'est pas dit qu'elle perde même un peu plus, forcément, eh bien, lorsqu'elle n'a pas d'aspiration. Pour ce qui est du cas de la Peugeot 9X8, c'est assez intéressant pour le coup, puisque, eh bien, en fait, elle a une vitesse de pointe que l'on pourrait qualifier de relativement faible, en fait, elle est plus faible que la Toyota, plus faible que la Glickenhaus et à peine devant l'Alpine et pour le coup même dans les tours sans aspiration vous voyez que par exemple Paul Di Resta n'a pas dépassé la vitesse de l'Alpine alors que la Peugeot a un peu plus de puissance que la Toyota et bien voilà il doit y avoir ça doit tout simplement peut-être être lié eh bien à la traînée de cette voiture qui est peut-être un peu plus importante globalement la Peugeot semble avoir un peu moins de vitesse de pointe donc on verra justement si ça fait l'objet justement d'une correction pour la prochaine BOP qui sera mise en place justement aux 6 heures de Fuji qui auront lieu début septembre. On va donc maintenant, après avoir passé en revue les vitesses de pointe, passer eh bien, au meilleur secteur eh bien, des différentes voitures, puisque là aussi on a des enseignements assez intéressants à en tirer. Tout d'abord, la première chose que l'on peut vraiment constater, c'est tout simplement que la Glickenhaus a énormément progressé entre l'an dernier et cette année, puisqu'alors certes, malgré le fait eh bien, que cette voiture ait gagné en puissance et donc forcément que ça lui offre du temps, eh bien cette puissance n'explique pas en fait la différence qu'on peut constater entre l'an dernier où par exemple le premier secteur était en 30.8 et cette année il est en 30.2. Alors on va même regarder plutôt le deuxième et troisième secteur parce que le premier secteur est celui qui a le plus de lignes droites. Et donc là pareil, si on regarde à ce niveau-là, vous voyez que la Glickenhaus eh bien, s'est métamorphosée, on pourrait dire ça ainsi, en un an. Vous voyez qu'elle a gagné 2 dixièmes dans le deuxième secteur. Et dans le troisième secteur, eh bien, vous voyez qu'elle a gagné 4 dixièmes. Donc vraiment, la Glickenhaus a surtout progressé en fait dans les virages moyens, voire rapides en fait, puisque le virage d'Ascari et de la Parabolica sont des virages qui sont à vitesse moyenne, voire des virages quasiment rapides. En fait, c'est entre deux, on va dire. Ils sont vraiment entre ces deux catégories-là. Alors que les virages Lesmo, par exemple, sont vraiment des virages à vitesse moyenne. Donc la Glickenhaus a vraiment progressé dans les virages à justement vitesse moyenne, voire rapide. Et donc en fait c'est là qu'elle fait le plus de différence, en plus bien sûr, eh bien, de la puissance supplémentaire eh bien, qu'elle a. Alors après, les autres choses que l'on peut remarquer qui sont quand même assez intéressantes, c'est que globalement la Toyota n'a pas vraiment, on va dire, évolué à ce niveau-là. C'est logique, elle n'a pris que 5 kg entre ces deux années. On peut juste quand même remarquer que dans le sinueux, elle est moins rapide. Du coup, c'est tout simplement lié au fait que elle ne peut pas déclencher son système hybride aussitôt que l'an dernier. L'autre chose qui est assez intéressante à regarder, par exemple, au niveau de la Peugeot, c'est que tout simplement, au vu des temps qu'elle fait, en fait, a l'air d'être aussi
un peu plus à l'aise que la Toyota pour le coup dans les virages à vitesse moyenne, voire virage vitesse rapide. Donc pareil dans les virages d'Ascari et de la Parabolica, la Peugeot semble avoir un avantage comparé à la Toyota qu'on ne retrouve pas en fait sur tout le reste du tour. Donc c'est assez intéressant. La Peugeot et la Toyota semblent faire jeu égal dans les virages lents. Par contre, dans ces virages plus rapides pour le coup, la Peugeot semble avoir un petit avantage malgré tout. Et donc en fait, ce qui fait que la Toyota et la Peugeot sont globalement similaires sur un tour, il ne faut pas tenir compte des tours qualifs puisque globalement la Peugeot qui a fait un tour qualif a eu un tour avec le trafic. Globalement, les voitures ont des temps similaires. Simplement, en fait, elles le gagnent des endroits différents. Eh bien, la Toyota gagne plus son temps en ligne droite alors que la Peugeot le fait plus justement dans les virages rapides. Mais ça, c'est pour la comparaison entre ces deux voitures hybrides. L'autre chose qu'on peut remarquer, en fait, c'est tout simplement que l'Alpine perd globalement tout dans le premier secteur, parce que c'est le secteur de ligne droite avec forcément la première ligne droite et la seconde qui mène à la deuxième chicane. Et donc, en fait, cette perte ensuite sur le reste du circuit se répercute d'une manière différente puisqu'en fait, tout ce que l'Alpine va gagner dans les virages rapides, puisque c'est clairement la plus rapide des hypercars dans les virages rapides, c'est-à-dire l'Esmo, Ascari et la Parabolica, elle va systématiquement le repère sur la ligne droite qui va suivre. Et donc en fait, ça s'équilibre sur tout le tour. Et en fait, il y a seul le secteur 1, où là, il n'y a pas de virage rapide, où en fait, là, l'Alpine perd très gros. Entre l'an dernier et cette année, pour le coup, la différence d'une trentaine de chevaux qu'il y a, fait que l'Alpine perd 3 dixièmes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement, l'Alpine perd plus à ce niveau-là en ligne droite. La dernière saute sur laquelle je voulais revenir avant de clore ce chapitre hypercar, c'est tout simplement que l'Alpine, comme sur toutes les autres manches du championnat du monde, pourra faire moins de tours par relais que les autres voitures que sont les Toyota, les Peugeot ou encore la Glickenhaus, tout simplement puisqu'elle a un réservoir plus petit. Et donc si on se base justement sur ce qui s'est passé l'an dernier pour le coup à Monza, globalement l'Alpine devrait perdre 3 tours par relais. Il devrait perdre un arrêt comme sur chaque course de 6 heures globalement. Donc pour Alpine, pour espérer vraiment être dans le jeu en fin de course, il faudrait donc espérer une safety car pour le coup assez tard dans la course. On va donc maintenant passer à la catégorie GTE, puisqu'on a fait le tour globalement de tous les aspects et différences que l'on pouvait constater entre les voitures en catégorie hypercar avec leurs points forts et leurs points faibles sur ce circuit de Monza. En catégorie GTE, on a vu une lutte superbe l'an dernier entre Porsche et Ferrari pour la victoire finale. Vraiment, ils avaient passé la course par choc contre par choc à se doubler, à se redoubler. C'était un grand spectacle. Et la bonne nouvelle, c'est tout simplement que la BOP est pour le coup très similaire à ce que l'on avait l'an dernier. En fait, on a juste eu une augmentation de la capacité de carburant, que ce soit pour Ferrari ou Porsche. Aston Martin n'est pas mentionné ici sur ce graphique-là, mais la même BOP s'applique pour eux qu'à Spa ou encore que l'an dernier à Monza. Donc à ce niveau-là, voilà. Là aussi, ça semble bon pour la catégorie GTM pour avoir une très belle bataille. Et donc, la chose qui va être assez intéressante à regarder, c'est la Corvette qui arrive en plus cette année. Donc, ne regardez pas le graphique lié à Monza l'an dernier, puisqu'en fait, il s'agit simplement du poids minimum d'homologation et la capacité maximum du réservoir, puisque la Corvette ne roulait pas à Monza l'an dernier. Mais donc, ce qui est assez intéressant, c'est que normalement, au vu de ce qu'on a vu comme spectacle, à Monza l'an dernier, mais également à Spa, sachant que la Ferrari gagne un peu en puissance pour retrouver un niveau un tout petit peu supérieur à ce qu'elle avait à Monza l'an dernier, on devra avoir une super bataille entre ces trois constructeurs qui devraient être à couteau tiré pendant toute la course, et pareil, forcément, en GTE-AM. Alors justement, on va donc regarder là aussi de la même manière simplement les vitesses de pointe. Entre cette année et l'an dernier, vous voyez que pour le coup, la Corvette semble être la voiture la plus rapide, même si je pense honnêtement que vraiment c'est simplement lié aux aspirations et que globalement, la Ferrari et la Corvette semblent être vraiment les deux voitures les plus rapides, un poil devant la Porsche, comme c'était tout simplement le cas l'an dernier, même si là aussi pareil, rien ne bouge. Après, l'Aston Martin qui avait fait une très belle performance l'an dernier en vitesse de pointe, c'était certainement une aspiration. Donc là, à l'heure actuelle, en tout cas, l'Aston n'a pas eu encore d'aspiration pour faire une super vitesse de pointe, mais ça va forcément venir pendant le week-end, donc je n'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là sur la vitesse de pointe de l'Aston Martin. Donc globalement, les GTE sont assez bien, on va dire, équilibrés niveau vitesse de pointe, même si peut-être léger, tout petit avantage pour le coup à la Corvette, mais sinon entre Ferrari et Porsche, on a peut-être là aussi un léger gain de la Ferrari, même si à l'heure actuelle il ne s'est pas retranscrit sur les vitesses de pointe que l'on a à l'heure actuelle avant le début de cette course des 6 heures de Monza. Par contre, la chose qui est extrêmement intéressante
à comparer avec l'an dernier, eh bien, ce sont les meilleurs secteurs en qualification, puisque là, par contre, on a des changements assez notables. En fait, c'est simple. Si vous comparez cette année à l'an dernier, vous pouvez constater en fait que les Porsche n'ont globalement pas bougé en performance, ce qui est logique puisqu'ils ont la même BOP que l'an dernier. Par contre, la chose qui est assez étonnante, en fait, c'est que Ferrari semble avoir, pour le coup, pas mal gagné, alors qu'en réalité, bah, vu le très très faible ajustement de puissance qui est juste d'un rien supérieur à l'an dernier, eh bien, ils ne devraient pas être, on va dire, avoir gagné autant. Donc, en fait, je pense simplement qu'ils ont dû progresser sur les réglages de la voiture et la compréhension globale. Donc, ils ont peut-être trouvé quelque chose à ce niveau-là. La Corvette se font très bien, eh bien, dans ce combat, puisque vous voyez qu'elle a réalisé les deux, le meilleur deuxième secteur et le meilleur troisième secteur, ce qui la place vraiment tout près de ne pas réaliser la pole. En fait, ce qui fait qu'elle ne réalise pas la pole, c'est que Antonio Fuoco a dû avoir une aspiration, eh bien, sur son tour de pole, justement, ce qui le place premier devant la Corvette. Mais sinon, là aussi, globalement, les voitures semblent assez équilibrées. Les Porsche semblent un peu en retrait pour le coup, mais ça, c'est vraiment sur le tour qualif, puisque l'an dernier, en course, les Porsche avec la même BOP étaient tout simplement monstrueux, justement, sur eh bien, l'usure de pneus. Et c'était la vitesse de pointe un poil meilleure de Ferrari qui avait permis à Ferrari de rester dans le jeu, puisque justement, eh bien, ça leur permettait de rester devant ou de rester dans l'aspiration de la Porsche, malgré que la Porsche était un peu mieux eh bien, sur les pneus un peu plus usés justement dans toute la portion sinueuse en fait que comme je vous ai montré pour la catégorie hypercar, c'est-à-dire les Lesmo, Ascari et la Parabolica. Donc on verra comment est-ce que tout ça évolue, mais je pense en tout cas que ce soit en GTE Pro ou en GTE AM, on devra avoir encore une superbe bataille pour le coup entre les trois voitures qui concourront dans chacune des catégories. L'Aston, la Porsche et la Ferrari en GTE AM et la Porsche, la Ferrari et la Corvette en GTE Pro. Et donc, eh bien, pareil en hypercar, où globalement, cela s'annonce assez serré. Donc, on verra, eh bien, pour le coup, après ces 6 heures de Monza, ce que cette BOP aura donné pour ces deux catégories. Et donc, forcément, là aussi, on analysera les changements qui seront faits pour les 6 heures de Fuji. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo d'analyse sur la BOP pour ces 6 heures de Monza vous auront plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!